Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence qui est donc sur le thème de soutenir les retraités au quotidien, comment et pourquoi coordonner les interventions. Donc, pour rappel, l'assurance retraite Île-de-France, donc les départements et les services d'aide à domicile s'engagent dans un effort conjoint pour garantir une vieillesse épanouie et autonome et simplifier l'accès aux différents dispositifs d'aide dont les seniors peuvent bénéficier. Donc la coordination des interventions en amont et au domicile des retraités est essentielle pour offrir une aide adaptée aux besoins spécifiques des seniors. Et cet aspect de coordination, en tout cas, on le voit de plus en plus, que ce soit au niveau du département. Le département de Seine-Saint-Denis va nous parler d'une expérimentation de guichets intégrés seniors, et que ce soit au niveau aussi de l'évolution réglementaire et politique, notamment avec la réforme des SAD, mais également avec le nouveau projet qui a été porté par la nouvelle loi Bien Vieillir, le projet de loi Bien Vieillir, avec le service public départemental de l'autonomie. Et donc, pour cette conférence, nous avons deux intervenantes. Donc, Madame Élodie Seven, directrice autonomie du département des Seine-Saint-Denis. Donc, comme je l'ai dit, pourquoi le département de Seine-Saint-Denis ? Parce qu'ils ont déjà expérimenté depuis un an maintenant un guichet intégré senior, donc qui pousse la coordination vraiment de tous les acteurs qui agissent dans le champ des seniors, et aussi parce que c'est un département candidat pour être préfigurateur du service public départemental de l'autonomie. Et nous avons également Tamara Altounian, qui est chef de service à la MATPA, donc un SPASAD, donc déjà une organisation aussi particulière pour un service d'aide à domicile, et qui est également un SAD pivot dans le département de l'Essonne, et donc qui pourra nous parler de son expérience aussi de coordination au niveau du terrain. Et donc, pour fluidifier les échanges et permettre d'avoir des échanges nourris, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à lever la main, et on vous passera un micro pour poser vos questions. Alors, pour commencer, on va, comme je l'ai dit en introduction, s'intéresser justement à ce guichet intégré senior qui est véritablement une expérimentation en Seine-Saint-Denis. Et donc, Madame Seven, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette genèse du guichet intégré et le pourquoi de cette coordination ? Merci beaucoup. Oui, alors peut-être avant d'expliciter un peu plus ce qu'est le guichet intégré senior, peut-être revenir quand même sur la particularité de la Seine-Saint-Denis. On a l'habitude de le faire, notamment sur le profil de nos publics et de nos bénéficiaires. On a en Seine-Saint-Denis un nombre de bénéficiaires de l'APA qui est surreprésenté par rapport à la moyenne régionale, puisqu'on a près de 20% de bénéficiaires d'APA. On représente 20% des bénéficiaires de l'APA de l'Île-de-France. Et peut-être dans les éléments un petit peu marquants, c'est une entrée dans la dépendance qui est plus précoce qu'ailleurs, puisque 17% des bénéficiaires de l'APA ont moins de 75 ans, contre 13% à l'échelle francilienne, et 35% entre 75 et 84 ans, alors qu'on est sur 30% à l'échelle francilienne. Ça, c'est un élément qui est extrêmement marquant, qui est lié à des facteurs de précarité que vous connaissez, mais simplement pour mentionner des revenus médians pour les plus de 60 ans qui sont bien inférieurs également à la moyenne francilienne, des niveaux de formation initiale souvent aussi en décalage par rapport à la moyenne régionale, qui font que c'est parfois plus compliqué de faire des démarches et de s'y retrouver dans les différentes démarches qu'il faut pouvoir engager quand on est une personne âgée. Donc une population qui est quand même globalement moins bien armée qu'ailleurs, et donc l'importance de se mobiliser de façon extrêmement massive autour de la question du parcours, et du parcours dans sa globalité, puisque l'idée du guichet intégré, c'est bien d'embarquer à la fois les questions de prévention et de prévention parfois précoce, puisqu'on se rend compte que même avant 60 ans, on est sur des populations qui ont un niveau d'accès aux soins qui est parfois très en dessous aussi des moyennes franciliennes et régionales, et donc il y a tout un sujet à travailler bien en amont de l'arrivée à l'âge de la retraite. Peut-être du coup sur la genèse du guichet intégré, donc
On avait en Seine-Saint-Denis 3 clics et on est arrivé à la fin d'un modèle de coordination. On a souhaité le repenser avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de la personne âgée. Donc là, je parle des acteurs institutionnels. Et on a signé en 2022 une charte de coopération alors avec la CNAV qui est ici présente, la GIRCARCO, donc les caisses de retraite, l'ARS, les hôpitaux, les dispositifs d'appui à la coordination et l'UDCCS au niveau du département pour prendre des grands engagements sur l'offre de services collective au bénéfice des personnes âgées. Donc ça, c'est un des grands principes, c'est se mettre d'accord d'un point de vue institutionnel sur des offres de services qui sont clarifiées, communiquées et coordonnées. L'autre grand principe directeur de ce guichet intégré, c'est le principe de subsidiarité avec les villes. En Seine-Saint-Denis, on a 40 communes qui, on le sait, ont tout un rôle à jouer dans l'accueil des personnes âgées. Et c'est vrai que ce principe de subsidiarité il est extrêmement important parce que, vous verrez, il y a derrière une méthodologie qui est parfois longue à se mettre en œuvre, puisque l'idée, c'est quand même de travailler avec des conventions avec ces 40 villes pour définir le qui fait quoi. Et le principe, c'est que lorsque les villes sont déjà très compétentes sur le sujet de l'accueil des personnes âgées, on les laisse en première ligne sur l'accueil. Par contre, on organise toutes les conditions d'organisation d'un parcours fluide avec l'ensemble des acteurs au niveau local. Et le principe de ce guichet intégré, c'est bien d'avoir une première réunion à l'échelle de chaque commune qui permet d'identifier tous les acteurs locaux, de les cartographier, de définir le qui fait quoi et de s'appuyer sur l'ensemble des spécificités locales. Derrière ce guichet intégré, c'est aussi des besoins de formation qui ont été identifiés. Et là aussi, on embarque tous les partenaires pour pouvoir apporter un programme de formation complet sur l'ensemble de la dimension du parcours des personnes, avec du coup des formations régulières qui sont adressées à l'ensemble des acteurs qui interviennent en première ligne ou pas sur l'accompagnement de la personne âgée. Alors, je ne vais pas être trop longue, mais simplement vous dire que du coup, ça peut paraître désincarné, ce guichet intégré, mais en fait, on fait bien de la coordination pour intervenir. L'idée, ce n'est pas de faire de la coordination pour faire de la coordination, mais une coordination pour définir les niveaux d'intervention et s'assurer que derrière, il y a un numéro de téléphone ou un accueil physique qui permettent d'assurer la réponse. Peut-être juste vous mentionner du coup qu'on a différents niveaux de guichet, puisque du coup il y a un premier niveau et on en parlera tout à l'heure dans les perspectives sur le service public départemental de l'autonomie, mais le socle, c'est d'assurer un premier niveau d'accueil et d'information qui permet donc à la personne âgée de connaître les démarches à engager en fonction des différentes situations, d'avoir des informations sur des actions de prévention qui vont se passer au niveau de la commune, et d'avoir les coordonnées d'un service d'aide à domicile lorsqu'il est implanté sur la commune. Donc pour ça, on travaille, on a différents aussi niveaux de formation, mais du coup on a une première formation socle qui permet de partager un répertoire, un annuaire au niveau local, de partager des outils et de se raccrocher à une plateforme téléphonique. Et puis une autre ambition quand même de ce guichet intégré, au-delà de l'accueil et l'information, c'est de repérer et de pouvoir signaler les situations fragiles et complexes, je l'ai dit, mais c'est pareil dans l'ensemble des départements. Il y a des personnes, entre guillemets, invisibles pour lesquelles on sait qu'il faut intervenir. Et donc, l'objectif de ce guichet, c'est qu'il y ait personne qui puisse rester isolé à domicile et qu'on puisse organiser les conditions de cette coordination pour intervenir au bon moment, y compris sur les situations les plus complexes. Donc ça renvoie ensuite à beaucoup de travail entre les professionnels au niveau local, mais il y a un engagement sur une réponse à apporter. Voilà rapidement sur les principes de ce guichet. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions ou des demandes de précision. N'hésitez pas, j'ai le micro à disposition. Sur la dimension sanitaire, aujourd'hui, il y a pas mal de structurations autour d'Oscar. Il y a d'autres démarches de type ICOP qui sont plutôt côté sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de prévu sur l'articulation des deux paramètres ?
Alors c'est une vraie question qui traverse toute l'offre médico-sociale. Oui, déjà parce que un des acteurs pivots de ce guichet, c'est les dispositifs d'appui à la coordination qui font beaucoup ce lien avec le sanitaire. Les hôpitaux sont membres ont signé la charte de coopération, donc on travaille beaucoup sur les sujets de sortie d'hospitalisation notamment. Et globalement, effectivement, l'idée, c'est, vous avez parlé d'ICOP, on expérimentera en Seine-Saint-Denis avec la CNAV sur 2 communes le déploiement d'ICOP, avec l'idée de travailler évidemment aussi à l'échelle communale avec des CPTS qui soient suffisamment matures pour partir sur ce type de projet. Vous sentez une appétence de ce côté-là ? Alors, du côté du sanitaire ? Je pense qu'il y a des interactions quotidiennes qui font que de fait le sujet est quand même, en tout cas au niveau territorial, il est pris. Après, je suis assez d'accord avec vous sur les freins quasi institutionnels aujourd'hui sur la difficulté de faire vraiment de la porosité entre les deux champs. Merci Elodie Seven pour ce partage. Peut-être Madame Tamara-Altounian, sur vous, votre expérience du coup dans le département de l'Essonne, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de guichet intégré senior, et votre expérience de la coordination sur votre département. Alors, nous, dans tous les cas, dans l'Essonne, effectivement, il n'y a pas de guichet intégré en prévision. En tous les cas, nous, on travaille un petit peu différemment. Pour ma part, à la MATPA, nous sommes SAD pivot. Alors, petite explication, le SAD pivot, puisqu'il n'est pas, c'est pas représenté comme ça partout, sur tout le territoire. Nous, l'Essonne est divisé en 4 territoires. Chaque partie du territoire, donc moi, je suis dans le nord-est Essonne, et donc nous sommes SAD pivot. Nous sommes en fait un peu, en faisant un petit peu un abrégé, mais porte-parole des différents SAD du Nord-Est Essonne pour faire des remontées justement avec le département. Alors que ça soit le département en l'occurrence, puisque c'est vrai que ça a été décidé par le département de l'Essonne de faire des SAD pivots, mais ça nous permet aussi de faire des remontées et donc, pour en venir à la coordination, de faire des remontées avec tous nos partenaires du territoire. Que ça soit effectivement les CLIC, puisqu'on en a encore sur le territoire, le DAC, puisqu'effectivement on travaille beaucoup avec eux, que ça soit avec la CNAV aussi pour faire des remontées ou des redescentes, bien évidemment. Donc c'est dans cette mesure-là que nous, en tous les cas, on travaille déjà et que la coordination est essentielle pour ma part. Comme j'expliquais par ailleurs, aujourd'hui, travailler sans coordination, c'est impossible. Il y a beaucoup de structures sur les territoires, il y a du travail pour tout le monde, on ne travaille pas forcément de la même manière, mais en tous les cas, on va, à mon sens, dans la même direction, prendre soin de nos bénéficiaires. Et c'est en ça que la coordination est essentielle, que ça soit effectivement par le biais de guichets intégrés, par le biais comme nous dans l'Essonne. Voilà ce qui est en tous les cas, à mon sens, important en termes de coordination. Et si on va au plus proche de nos bénéficiaires, la coordination est aussi essentielle puisque quand on a un bénéficiaire qui se retrouve malheureusement à devoir faire des choix pour sa propre vie, on est obligé de coordonner aussi nos actions avec les CCAS afin de pouvoir les orienter au mieux. Alors on ne se prétend pas être un CLIC, loin de là, à chacun son domaine de compétences, mais voilà, il faut qu'il y ait de la coordination pour qu'on puisse avancer dans le même sens. Merci. Alors, je me permets de rebondir sur cet aspect de coordination et dont vous en avez parlé, monsieur, de l'offre Oscar de l'assurance retraite, qui est donc un plan d'aide personnalisé en fonction des besoins de la personne âgée. Et justement, dans le cadre de ce plan d'aide, il y a ce conventionnement avec les services à domicile prend une nouvelle dimension avec l'instauration justement d'une mission de coordination et de suivi concourant à l'accompagnement à domicile et au renforcement du rôle de prévention des actes professionnels. Et nous étions intéressés pour avoir le retour, en tout cas, de cette nouvelle mission, en fait, qui est intégrée à l'offre Oscar, d'un point de vue d'un service à domicile, et comment sur le terrain, vous voyez cette nouvelle mission qui est en fait dans le dispositif Oscar.
Alors c'est vrai que nous on a vu arriver ça il y a une grosse année maintenant où on s'est dit que c'était on va pas se le cacher, une charge supplémentaire pour le service d'aide, mais néanmoins ça nous permet aussi, de toute façon puisqu'on fait le lien direct avec la CNAV, ça nous permet quand même de faire le lien avec nos bénéficiaires et de voir comment ils vont tout simplement. Le fait de ce dispositif Oscar, c'est donc pour remettre un petit peu dans le contexte, une mission qui est donnée au SAD de vérifier que les dispositifs ont bien été utilisés dans leur globalité. C'est-à-dire qu'un retraité à qui va être octroyé une somme pour différents éléments, que ça soit des aides techniques, comme des barres d'appui par exemple, que ça soit du portage de repas ou que ça soit du bien-être, les SAD sont là pour vérifier que l'argent est bien utilisé. Hein. Donc c'est vrai que nos retraités ont encore un petit peu de mal avec ça, parce qu'ils se demandent toujours pourquoi c'est un SAD qui vient faire ces vérifications. Néanmoins, c'est aussi un petit regard que nous avons en tant que SAD pour voir qu'il y a peut-être des petites choses supplémentaires, faire des remontées à la CNAV aussi, s'assurer que l'argent public est bien utilisé et que s'il n'est pas bien utilisé, en tous les cas, les réorienter de la bonne façon ou de réinterroger la CNAV et notre évaluateur du secteur pour que les choses soient remis dans le bon contexte en tous les cas. Donc c'est en ça que c'est vrai qu'au départ, nous, on a vu arriver ça un petit peu, on ne se le cache pas, avec des gros yeux, puisque c'est donc, comme je disais, une mission supplémentaire pour les SAD. Mais bon, ça nous permet quand même d'avoir ce regard et puis de faire des remontées. Donc toujours dans cet esprit de coordination. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à cet aspect-là ou un partage d'expérience? Oui. Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de la coordination Oscar? Il y a un monsieur qui... J'ai pas vu. Pardon, c'est parce que j'ai pas vu votre main. Encore moi, je suis désolé. Mais est-ce que vous êtes rémunéré? C'est-à-dire qu'il y a vous êtes une tâche supplémentaire. Est-ce qu'il y a une rémunération par rapport à cette... Oui, tout à fait. Il y a une rémunération justement pour faire cette vérification du plan. Oui, tout à fait. C'était aussi un petit peu, on ne va pas se cacher, une condition. Hein, c'est-à-dire que on remplace, c'est pas tellement le mot, mais on remplace un petit peu certains agents de la CNAV pour faire ce travail-là. Donc oui, il y a une rémunération par plan pour pouvoir vérifier et donc s'assurer que la coordination est bien faite. Tout à fait. Merci. Allez-y. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette question, mais en fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est véritablement la coordination Oscar. Quels sont les intervenants qui sont dedans? Comment cette vérification que vous faites, qui la fait vraiment? Est-ce que c'est des intervenants? Est-ce que c'est vous au CCAS? En fait, voilà, c'est tout nouveau pour moi. Donc. Alors, moi, je ne suis pas CCAS. Hein. Moi, je suis responsable d'un service d'aide à domicile. Donc, nous, on est mandaté en fait par la CNAV pour pouvoir vérifier que que ce dispositif Oscar, la coordination, est bien faite. C'est-à-dire qu'un évaluateur va se rendre au domicile d'un retraité. Ils vont voir ensemble et évaluer les besoins de ce retraité. Alors, comme je disais, hein, ça peut être du portage de repas, ça peut être des aides techniques, ça peut être... Il y a beaucoup de choses qui sont possiblement finançables par la CNAV. Et donc, le SAD, enfin un des SAD comme le mien, est mandaté pour vérifier que ce plan est bien appliqué. C'est-à-dire que la personne va vraiment utiliser l'argent qui lui est donné pour pouvoir se servir de ce qui a été mis dans son plan. Alors, pour compléter, Oscar, en fait, c'est un dispositif financé par l'assurance retraite, l'assurance retraite en général, parce qu'on peut la retrouver dans toutes les régions, et qui est véritablement en fait une offre de services coordonnés d'accompagnement des retraités. Donc en fait, c'est selon les besoins des personnes accompagnées suite à l'évaluation, on va voir cette personne a besoin de portage de repas, cette personne a besoin aussi d'aide à domicile, d'un aménagement de son logement, et donc on va avoir un dispositif, on va dire un peu global pour cette personne,
Et donc, c'est dans ce cadre-là que le SAD, on va dire coordonnateur, intervient pour coordonner toutes ces offres, parce qu'en fait, elles ne sont pas uniquement avec un seul opérateur ou un seul acteur, elles sont avec de multiples acteurs. Ouais, ça a répondu à votre question. Pour continuer, c'est vrai qu'on a parlé justement de cette coordination, et c'est vrai que on peut faire le lien avec la réforme des services d'aide à domicile, donc qui est en cours, donc avec un aspect où une personne est chargée de la coordination et qui est désignée pour organiser le fonctionnement des activités d'aide, d'accompagnement et de soins, afin de garantir la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées. Et alors c'est vrai que vous, Madame Altounian, en tant que SPASAD, vous avez déjà cette forme, en tout cas, qui va aboutir à la réforme des SAD. Quelle est, vous, votre expérience en tant que SPASAD, justement, et comment vous voyez arriver cette réforme? Alors, pour juste faire une petite parenthèse, nous, à la MATPA, en tous les cas, à l'origine, on est service mandataire. Et puis, en 2013, a été décidé qu'il y ait un service prestataire qui soit créé, parce que c'était un réel besoin sur notre territoire. La MATPA a déjà son SIAD, donc service de soins infirmiers, et donc de fait, nous sommes devenus SPASAD, donc c'est service polyvalent d'aide et de soins à domicile, qui donc va changer de nom. Donc en fait, ce qui se profile là, nous on le connaît déjà et on travaille déjà comme ça depuis donc 2014. Donc c'est pour nous tout à fait intéressant en tous les cas, même si les bénéficiaires qu'on a au service d'aide ne sont pas forcément accompagnés par le service de soins, qu'on soit très clair, puisque chaque bénéficiaire fait ce qu'il veut. Mais néanmoins, quand on accompagne la personne dans sa globalité, c'est extrêmement beaucoup plus facile pour nous d'aller toquer à la porte de nos collègues du SIAD et de pouvoir faire des réunions et de mettre en place des dispositifs, ou en tous les cas de faire en sorte que ça soit beaucoup plus fluide. On parle de coordination, pour le coup, nous aussi, on se coordonne entre nos deux services, puisque on ne va pas être les uns sur les autres en même temps. Aucun intérêt pour le bénéficiaire de voir arriver son auxiliaire de vie pour préparer le repas, et puis le service de soins infirmiers qui intervient pour faire des soins d'hygiène, tout simplement. Donc voilà, la coordination, elle est aussi au sein de notre propre structure, en tous les cas. Maintenant, c'est vrai que nous, on voit arriver cette réforme avec quelque chose qu'on pratique déjà depuis fort longtemps. Pour nous, c'est fluide, mais je conçois que pour les services qui vont rentrer vraiment dans ce dispositif, ça peut paraître un peu complexe, mais néanmoins, nous, on travaille beaucoup plus facilement comme ça. Et justement, c'est le département, conjointement avec l'ARS et la CNSA, qui sont chargés, en tout cas, du pilotage, d'appuyer le pilotage opérationnel de cette réforme. Donc, vous, en tant que directrice autonomie du département de Seine-Saint-Denis, comment vous voyez cette réforme, cet accompagnement de la réforme des services d'aide à domicile ? Alors d'abord, on la voit positivement dans sa finalité, effectivement, cet enjeu de coordination, d'intervention qui allie aide et soins au domicile ne peut être que vertueuse, en tout cas d'un point de vue intellectuel. On souscrit complètement, et c'est vrai que c'est une réforme qui quand même était attendue, même si elle pose pas mal de questions. Alors en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de services, on a 160 services d'aide à domicile qui sont autorisés, là où on a une trentaine de SIAD. Et donc, si on est sur cette logique de rapprochement, voire fusion, on voit bien qu'il y a déjà un petit sujet au niveau chiffres pour opérer les mariages qui sont attendus dans le cadre de cette réforme. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille avec l'ARS. Il y a quand même des projets de développement de places dans les années qui viennent. C'est vrai que nous, on sera très attentifs à ce que les niveaux d'offres soient équilibrés, pour pouvoir opérer ces rapprochements dans des bonnes conditions. Après, au-delà de ça, en termes d'accompagnement, c'est vrai qu'on a les services d'aide à domicile, mais les SIAD aussi sont quand même assez inquiets. Je pense que ça remonte pas mal au niveau des départements sur
un calendrier qui est à la fois un peu long, un peu rapide, et en même temps, il y a quand même 2 années, ce qu'on essaye de quand même rassurer sur le caractère non immédiat de la mise en œuvre de la réforme. Néanmoins, c'est vrai qu'il faut s'y préparer, c'est des gros changements. Donc on travaille, on a fait une première présentation de la réforme aux gestionnaires de notre département, et puis on a travaillé aussi avec un certain nombre d'entre eux pour essayer d'identifier la meilleure manière de les accompagner. Ce qui est attendu globalement, c'est de la mise en relation, y compris à une échelle territoriale. Donc il y aura un certain nombre d'initiatives qui vont être menées là au début d'année 2024 pour faire des moments de rencontre entre les SAD et les SIA, déjà pour qu'ils se connaissent, parce que c'est vraiment loin d'être le cas. Et puis au-delà de cette partie animation et accompagnement là sur les sujets de rapprochement, c'est vrai qu'on a conscience aussi que cette réforme, elle pose pas mal de questions, avec encore quand même pas mal d'inconnus, y compris d'un point de vue juridique. C'est vrai qu'on a prévu de dédier un poste spécifique en 2024 sur l'accompagnement de la réforme, y compris pour développer de l'accompagnement juridique. Mais c'est vrai que voilà, on sent bien que c'est une réforme qui à la fois a une finalité extrêmement positive, qui va quand même beaucoup bouleverser les acteurs, en tout cas sur le département, et ce sera pareil partout. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est des sujets de rapprochement entre entités juridiques différentes, et puis il se pose aussi la question tout simplement de la valeur intrinsèque que chacun veut porter au sein de sa structure, et se rapprocher. Alors quand il y a déjà des collaborations qui existent, c'est pas un sujet, mais quand on part de rien, c'est pas évident de trouver le service avec lequel on a entre guillemets envie de se marier. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. On est évidemment hyper attentif au niveau du département à la manière dont on pourra accompagner au mieux cette réforme, et je pense que les choses vont se faire quand même globalement petit à petit. Merci. Est-ce que dans la salle, vous avez peut-être des questions ou des interrogations sur ce sujet? Bon, alors on peut continuer sur voilà, on était parti donc sur la réforme des services à domicile, et c'est vrai que cette volonté, en tout cas, de réguler, de coordonner, elle est aussi portée au niveau donc national et politique, voilà, avec le projet de loi Bien vieillir, et cette nouvelle forme, en tout cas, de coordination qui est le service public départemental de l'autonomie. Alors voilà, un grand projet qui est issu du rapport de Dominique Libaud sur le parcours autonomie, et donc qui s'inscrit voilà, autour de 4 grands axes qui sont garantir l'accueil, l'information, l'orientation et la mise en relation des personnes, attribuer les prestations dans des délais rapides, appuyer les professionnels du social, médico-social et du sanitaire pour répondre aux besoins des personnes, même les plus complexes, et enfin réaliser des actions de prévention et d'aller vers les publics les plus vulnérables. Donc la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, a lancé un appel à candidature pour sélectionner des territoires préfigurateurs pour service public départemental de l'autonomie. Donc avec la volonté voilà, d'avoir des territoires préfigurateurs pour on va dire construire une sorte de cahier des charges, et voilà, faire émerger les bonnes pratiques, et pour avoir justement après un lancement au national de ce dispositif en 2025. Donc voilà, un grand projet en tout cas. C'est vrai que peut-être pour commencer, Madame Tabaral-Tounian, vous êtes SAD pivot, comme vous l'avez dit. Donc vous avez un peu cette expérience, enfin voilà, ce retour d'expérience d'avoir une coordination en tout cas, et d'avoir une remontée des informations. Voilà, comment vous voyez cette expérience, et comment il peut s'inscrire justement dans le service public départemental de l'autonomie? Alors, c'est vrai que, donc, comme j'expliquais, en tant que SAD pivot, on a 13 SAD embarqués avec nous dans cette aventure sur notre partie du territoire, en tous les cas. C'est toutes sortes de... Nous, on est associatifs, par exemple, mais on a avec nous du privé lucratif, voilà.
on a embarqué avec nous tout ce monde-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir faire des remontées avec le département. Donc, en fait, si vous voulez, on a déjà un petit peu l'habitude de travailler comme ça. Ça fait maintenant bientôt 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est SAD Pivot sur l'Essonne. Et c'est beaucoup plus facilitant, excusez-moi. En tous les cas, en termes de remontée-redescente, coordination, de pouvoir... on travaille déjà un petit peu comme ça. Donc, c'est pareil, on voit arriver la réforme. Alors, je ne dis pas qu'on est en avance sur tout, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui font qu'on est déjà porté, on est déjà dans cette mouvance, on connaît un petit peu déjà le sujet. Donc, on va dire qu'on a peut-être un petit peu moins peur que d'autres. Mais voilà, c'est vrai que ce SAD Pivot, aujourd'hui, nous, on le voit comme une excellente chose sur notre territoire. Alors, si je vois ça de ma fenêtre, je dirais que c'est dommage que dans d'autres départements, il n'y ait pas, mais parce que nous, on le pratique comme ça. Alors, attention, hein, les réunions SAD Pivot, qu'on soit bien clair, hein, tout le monde n'est pas super joli et tout ne marche pas tout le monde dans le même sens. Mais en tous les cas, on est là pour porter cette idée et puis pouvoir faciliter les échanges. Donc, pour nous, c'est assez important. Donc, c'est vrai que, comme je vous disais, hein, on est déjà un peu dans cette idée, dans cette marche. Donc, on va continuer à aller dans ce sens-là et c'est plutôt pas mal, en tous les cas. Merci. Oui. Je me permets du coup de vous poser une question. Comme vous avez déjà été un petit peu dans cette avance de phase-là, à l'époque, du coup, j'imagine au démarrage, qu'est-ce que vous aviez eu comme frein ou comme questionnement qui pourrait se poser aujourd'hui ? En parlant des SAD Pivot ? Oui. Le frein le plus gros, c'est peut-être qu'on n'a pas du tout tous la même façon de fonctionner. Hein, entre un privé et lucratif. Alors, je parle pas du travail en lui-même. Hein, je ne parle pas de l'accompagnement de nos bénéficiaires. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà, ça a été au départ, ça a été ça. Ça a été un petit peu d'aller frapper à la porte de nos collègues et leur dire si, venez, ne vous inquiétez pas, venez voir un petit peu ce qui s'y passe, apportez vos idées. Au contraire, apportez votre parole, c'est important. Donc ça a été ça, en fait, le plus gros frein. Et puis une fois que tout le monde a vu que on n'était pas là pour aller manger sur le territoire de l'autre, que chacun avait sa place là où il était déjà, et qu'il n'était pas question de concurrence, puisque le mot était bien là, ça a été beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que ça a demandé un petit temps. On va dire que la première année, on a un peu beaucoup ramé. Mais maintenant, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc un gros travail de conviction que vous avez mené en faisant quoi juste du porte-à-porte de façon très imagée, ou est-ce que vous avez fait des groupes de travail pour voir sur quel point vous pouvez vous aligner ? Quelle forme ça a pris ? On a d'abord fait du porte-à-porte. Hein. On a d'abord été voir tous les collègues du territoire. Et puis ceux qui voulaient rentrer dans le dispositif, on a commencé par être 2-3. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, apporter des idées et que ça ne soit pas que le SAD Pivot qui émette une idée de travail ou de projet. C'était ça aussi, c'est de se dire, qui a besoin qu'on travaille sur quelque chose, quel est le sujet, et de dire à tous, il y a ce sujet-là, est-ce que vous êtes intéressés ? Et dans ces cas-là, on lançait un groupe de travail. Donc, le plus gros groupe de travail sur notre territoire, ça a été... par exemple un sujet, mais l'achat groupé de véhicules pour les auxiliaires de vie. Voilà. Et donc ça, c'est important, c'est nécessaire pour nos acteurs de terrain. Et donc tout le monde y a vu, en tous les cas, un intérêt. Donc, et là, il n'y avait pas d'histoire d'associatif, de lucratif. Après, effectivement, les financements sont un peu différents en fonction. Mais voilà, c'est ce genre de sujet-là, le recrutement, enfin voilà, tout ce qui nous intéresse tous. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et alors, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis est du coup candidate pour être terrain préfigurateur de service public départemental de l'autonomie. Vous, quel est votre retour et sur comment vous avez valorisé votre candidature à ce dispositif ? Alors effectivement, on s'est positionné pour être préfigurateur parce qu'on pense que c'est mieux d'être acteur dans ce type de réforme et de pouvoir contribuer au futur cahier des charges. Ce qu'on a valorisé dans notre candidature, c'est un peu la méthode que j'ai
exposé tout à l'heure sur le guichet intégré senior, qu'on souhaiterait, alors pas forcément de manière identique, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est aussi de s'adapter aux différentes logiques, mais de déployer de la même manière sur le champ du handicap, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le service public départemental de l'autonomie, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Donc effectivement, nous, on souhaite déployer une méthodologie à peu près similaire sur le champ du handicap avec d'autres acteurs, parce que ce n'est pas les mêmes, évidemment, acteurs. Notamment, on a la MDPH qui est quand même au centre de la coordination des interventions auprès des personnes en situation de handicap, et puis il y a d'autres intervenants. Mais néanmoins, notre objectif, c'est de travailler, et c'est très présent dans le rapport LIBO, sur tous ces enjeux de formation des professionnels, et ces enjeux de travail sur le repérage des difficultés. Et puis le service public départemental de l'autonomie, c'est aussi une gouvernance qui est très élargie par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas le département tout seul dans son coin, c'est le département avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, mais ça on le fait déjà, mais par extension justement une représentation à terme des fédérations, des services d'aide à domicile, des établissements pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Puisque l'idée, c'est à la fois de travailler sur l'accès à l'information, au droit et un droit à un parcours, mais travailler sur le droit au parcours, c'est le fait, il est essentiel de le travailler avec les acteurs qui interviennent, donc, et notamment tous les établissements et les services d'aide à domicile. Donc, cette candidature, elle valorise ce qu'on a déjà engagé avec l'idée de déployer un peu une méthode globale sur le handicap. On travaille aussi sur la mise en place d'une maison de l'autonomie et des aidants qu'on ouvrira en 2026 avec du coup un rapprochement physique avec la MDPH et surtout une réflexion globale sur l'accueil des personnes âgées et en situation de handicap avec différents niveaux d'accueil et puis surtout la possibilité d'avoir des espaces ressources pour les aidants, des espaces aussi qui permettent à des associations de venir faire des permanences et puis globalement voilà tout simplement créer des conditions d'accueil qui permettent d'apporter à la fois une réponse un peu globale et puis de le faire dans des conditions agréables, ce qui n'est pas aujourd'hui forcément le cas de notre accueil, nous en tout cas en Seine-Saint-Denis. Voilà peut-être dans la candidature, ce qu'on a voulu mettre en avant aussi, c'est l'importance du bon échelon d'intervention. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, on met au cœur de nos politiques de l'autonomie les communes parce que c'est les premières concernées par des sollicitations d'usagers. Alors, sur le handicap, c'est un petit peu moins vrai que sur les personnes âgées parce que les CCAS ont un historique d'intervention auprès des personnes âgées, mais les communes sont de plus en plus sollicitées sur les sujets de handicap et c'est vrai que voilà, ça nous paraît encore une fois essentiel de travailler ces sujets avec eux et même de le travailler parfois à l'échelle des quartiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique quand même, et notamment pour la réflexion autour du vieillissement, il y a une logique de rapprochement de services publics de la personne âgée. Il y a le bon niveau le bon niveau géographique pour apporter du service et donc on souhaite aussi avoir une réflexion très territorialisée par quartier pour réfléchir à la fois sur les sujets d'accès aux droits, aux prestations, etc., de bons relais. Et là-dedans, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui interviennent. Nous, en Seine-Saint-Denis, on développe des tiers-lieux autonomie, donc qui sont souvent des cafés associatifs et qui ont vocation à accueillir des actions de la CNAV dans le cadre du PRIF, qui ont vocation à créer des groupes de parole pour les aidants, etc. Donc c'est des espaces ressources en proximité. Donc voilà, cette candidature, encore une fois, il y a évidemment tout l'aspect institutionnel et comment on s'organise entre institutions pour mieux répondre, mais il y a aussi une logique de travailler sur les usages et les usages de la personne âgée demain à domicile. Il faut la repenser avec les bons niveaux de service, les bons niveaux d'intervention et la bonne échelle territoriale. Donc voilà, donc il y a cette dimension de quartier qu'on a beaucoup valorisée dans notre candidature. Merci. Est-ce que des personnes veulent réagir
Moi, j'avais une petite question. C'est vrai qu'on a aussi parlé des aidants, et là, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué. Et on en parlait tout à l'heure au niveau en tant que service à domicile, justement, vous prenez de plus en plus en compte cette question des aidants, et qui, on le voit aussi, est traitée au niveau politique. Vous, c'est quoi votre retour, en tout cas, d'expérience sur cette question, et l'évolution un peu de cette place, de la place des aidants, en tout cas, dans votre, dans votre quotidien et dans votre travail au quotidien auprès des personnes? Nous, on part du principe depuis toujours que sans les aidants, on n'arriverait pas à maintenir aussi bien les personnes à leur domicile, clairement. Ça, on le dit haut et fort, et surtout, on fait en sorte, et depuis, en tous les cas, que je suis au service, je vais parler pour ma part, c'est quelque chose que je leur dis, que je leur redis, qu'ils sont aidants et que c'est important. Alors pour eux, ils me disent oui, bon, d'accord, et qu'est-ce que j'en fais? C'est quand même une reconnaissance, c'est quand même important. Sur notre territoire, il y a des plateformes de répit qui ont été créées, il y a des cafés des aidants qui ont été créés, il y a pas mal de choses. Donc les aidants sont vraiment très importants pour nous. Il y a des choses qui se mettent en place, et il était grand temps qu'effectivement soit reconnue la place des aidants. On sait très bien qu'un aidant qui va pas bien, c'est un bénéficiaire qui va devoir être hospitalisé, voire placé. Donc c'est une importance capitale pour nous, ces aidants. Et c'est vrai que c'est une de nos priorités aujourd'hui, de pouvoir faire cette place aux aidants. Il y a pas mal de projets donc, qui voient le jour, notamment des choses comme Bulle d'air, des choses comme le relayage, ou le baluchonnage pour ceux qui... Voilà. Et ça, on y apporte un intérêt, en tous les cas, on s'y intéresse beaucoup, notamment parce que justement, ça fait une place aux aidants, ça leur permet de respirer. Et ça, c'est vraiment important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou interventions Oui. Non, peut-être. C'est moi qui posais les questions. Non, peut-être quelque chose qui m'a interrogée quand on parlait tout à l'heure du guichet intégré senior, Madame Seven. Vous disiez que vous aviez travaillé à un programme de formation pour mettre tout le monde à peu près au niveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de ce programme de formation qui me semble être un point central dans le dispositif? Oui, alors il s'enrichit régulièrement, ce programme de formation, parce que je l'ai dit, du coup, il est aussi enrichi par les différents acteurs qui interviennent sur les personnes âgées. C'est vraiment effectivement une formation seule qui permet d'expliquer l'APA, les aides de la CNAV, la manière dont on va traiter un dossier d'APA, notamment. Il y a un moment très charnière dans la mise en œuvre de l'APA qui est la visite à domicile. Donc on explique comment se passent ces visites. On donne des informations sur l'écosystème qui intervient. Donc qu'est-ce que c'est qu'un service d'aide à domicile? Qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD, une résidence autonomie? Et puis on cartographie encore une fois les différents acteurs qui interviennent au niveau local. Donc c'est aussi donner de l'information sur les actions de prévention qui sont menées, les acteurs du sanitaire aussi. Voilà, c'est une formation assez généraliste, mais encore une fois qui a vocation à grossir. Et vous combinez les publics cibles de cette formation? Est-ce qu'ils sont mélangés entre eux ou est-ce que c'est en silo? Oui, c'est très ouvert, effectivement, vous avez raison de le souligner. Ça va de l'agent du CCAS à la responsable de circonscription d'un service social, à un service d'aide à domicile. Enfin, pour le coup, on est sur on le fait beaucoup. C'est l'avantage du développement de la visio. Alors quand on peut, on l'évite, mais malgré tout, c'est vrai que ça permet de faire des formations assez régulières et à destination d'un grand nombre. C'était tout pour moi, mais merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou un partage d'expérience peut-être aussi sur comment ça se passe sur vos territoires? Non, ils sont timides ce matin. Eh bien, est-ce que vous voulez conclure cette conférence en partageant une dernière expérience, un dernier mot peut-être sur le sujet justement de cette coordination? Bon, sur le sujet de la coordination, je ne sais pas, peut-être sur le sujet des aidants, parce que moi, je n'ai pas réagi sur ce thème-là, mais c'est vrai que
les départements, le sujet des aidants est partout maintenant, y compris dans les échanges au niveau national. Le département de la Seine-Saint-Denis, mais comme d'autres départements, est extrêmement investi dans une stratégie d'aller vers les aidants, avec notamment tout un travail sur la communication et sur le recensement de ressources utiles aux aidants. Donc c'est vrai qu'on a mis en place un site avec Ma Boussole Aidant aujourd'hui qui permet de répertorier les ressources à l'échelle communale dont un aidant peut avoir besoin. On travaille beaucoup sur des enjeux de formation aussi des aidants, avec des acteurs comme le CRAIF notamment. Alors, le CRAIF c'est sur le handicap, mais du coup avec les différents acteurs qui interviennent sur le champ des personnes âgées, notamment en nous appuyant sur les services d'aide à domicile. Et puis, il y a toute cette logique de répit que vous avez commencé à évoquer avec le relayage. Mais c'est vrai qu'on travaille évidemment sur le développement des plateformes de répit et on souhaite poursuivre nos travaux pour accompagner. Alors, sur le champ de la personne âgée, le sujet de l'aidance, il est particulièrement prégnant, vous l'avez dit. Ça fait des années qu'on le dit. Aujourd'hui, de toute façon, on n'est pas prêt à organiser le vieillissement sans les aidants. Notamment simplement par le fait qu'aujourd'hui l'APA, par exemple, permet de solvabiliser des interventions à domicile et des recours à des tiers comme les services d'aide à domicile, mais ce ne sera jamais suffisant, y compris parce que d'abord ça a un coût pour les personnes, ce ne sera jamais suffisant pour remplir complètement ce rôle d'accompagnement au quotidien. Donc c'est vrai que, voilà, en tout cas, on est très soucieux et très attentif à développer des politiques en faveur des aidants, des personnes âgées. Merci. Madame Tognon. Pour ma part, voilà, je crois que j'ai fait le tour en tous les cas de ce que je pensais être la coordination. Maintenant, c'est vrai que nos collègues, SAD, voilà, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Enfin, j'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, loin de là. Mais c'est vrai que sur cette coordination, sur cet effet d'aller vers les autres structures, c'est toujours un peu compliqué. Mais à la finalité, c'est qu'on est plus entendu. En tous les cas, nous, sur le département de l'Essonne, on n'a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on est un peu plus entendu. Il y a les fédérations, bien évidemment, il y a toutes ces choses-là. Mais c'est encore différent quand on peut parler de son propre territoire, de son retour de terrain. Nous, dans l'Essonne, c'est très vaste. Il y a une partie qui est très rurale, une partie qui est vraiment plutôt ville. Voilà, et c'est en fait en ça que c'est important, ces divers échanges. Et puis, on continue effectivement cette idée de pouvoir aider les aidants, parce que c'est vrai que, comme l'a si bien dit Madame Seven, c'est que sans eux, on n'arrivera pas à grand-chose, clairement. Donc c'est important, effectivement, mais que ça soit des aidants pour nos seniors, mais que ça soit aussi les aidants pour les personnes en situation de handicap. Nous, on s'occupe que des 18 ans et plus, mais voilà, quand on a un jeune enfant, puisque ça reste quand même des jeunes, qui a 19 ans en situation de handicap, qu'on est maman d'une personne atteinte de troubles autistiques, voilà, on est perdu, et tant qu'on va pouvoir aller chercher des infos et pouvoir se coordonner entre nous, on avancera un petit peu mieux. Merci beaucoup à toutes les deux et merci d'avoir participé à cette conférence. On vous remercie, on vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation dans ce salon.